Bienvenue à ce live, à cette webconférence avec Nathalie sur comment introduire Montessori à la maison. Vous êtes extrêmement nombreux, comme la semaine dernière avec Cyril Javary. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Donc on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien. Donc Nathalie a écrit 3 fois pour nous les Kaizen, donc 0-6 ans, je les montre dans l'ordre, les Kaizen 6-12, les Kaizen 12-18 et surtout le Montessori à la maison, dont vous allez avoir la couverture. Nathalie, peux-tu nous dire qui tu es? Quel est ton parcours? Alors, qui je suis aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. Je suis formatrice en gestion des émotions, gestion du stress, des conflits. J'ai longtemps été, j'étais toujours journaliste, auteur passionné de pédagogie et en particulier de la pédagogie Montessori. J'accompagne des adultes ou des enfants en coaching individuel ou familial pour aller vers l'expression, on va dire, du plein potentiel de chacun. Alors, on va commencer par tout de suite la question qui va nous permettre de cerner le débat. Qui était Maria Montessori? Alors, Maria Montessori, c'était la première femme médecin d'Italie. Déjà, il faut savoir que c'était déjà une révolution à l'époque d'accéder aux études qu'elle a pu faire. Et c'était surtout une chercheuse, en fait, avec un esprit scientifique. Elle s'est retrouvée à étudier les enfants un peu par hasard au départ. Et elle s'est prise de passion, en fait, pour des enfants des rues qui étaient très déficients. D'accord. C'était à quelle année, quelle époque à peu près? C'était fin des années 1800, début des années 1900. D'accord. Et en fait, en observant ces enfants qui étaient déficients, en essayant de leur trouver des choses à faire, en essayant de leur trouver des activités, elle a découvert elle-même, surprise en fait, qu'ils étaient en train d'acquérir des habiletés que personne ne pensait qu'ils pouvaient avoir. Et c'est ça qui l'a amenée en tout cas. Donc plus qu'elle était médecin, elle était philosophe, elle était diplômée, elle a fait des études d'anthroposophie, c'était une humaniste. D'accord. Elle a fait des études d'anthroposophie. Oui, c'était une anthropologue. Pardon. Je précise, dans mon emballement, voilà, c'était une grande humaniste et ce qu'on sait peu aussi, c'est qu'elle a été nommée 3 fois au prix Nobel de la paix. D'accord, et elle l'a jamais vu. Elle l'a jamais vu. Parce que c'était une femme. Parce que c'était une femme et qu'elle était un peu trop avant-gardiste. D'accord. Alors, on a commencé un peu sur les chapeaux de roue. Pour vous qui êtes en face, on va faire comme la semaine dernière avec Cyril Javary. Pendant une demi-heure, je vais converser avec Nathalie. Mais sur votre écran, vous pouvez nous poser des questions via le chat. Maëlys, que vous ne voyez pas à l'écran, va les recenser. Et elle va nous les poser d'ici une demi-heure. Et dans une demi-heure, comme vous êtes nombreux déjà présents, on vous fera une petite offre commerciale pour avoir le livre de Nathalie à un tarif préférentiel. Donc, tu dis qu'elle a observé les enfants et qu'a-t-elle découvert de profondément à cette époque-là qui a bouleversé, on va dire, l'éducation? Alors, ce qu'elle a découvert de vraiment, dans les phénomènes qu'elle a découverts, c'est bien qu'il fallait permettre aux enfants de faire leurs propres expériences, en fait. Que si on était… ce qu'elle a vraiment découvert, c'est qu'il fallait vraiment observer ce qui les intéressait, ce qui les captivait, et qu'en leur donnant à faire des choses, en leur confiant des responsabilités, en leur donnant à faire des choses de leurs mains, et c'est ça qui est aussi essentiel, et bien en fait, ils apprenaient à se concentrer, ils acquéraient une volonté, ils acquéraient des aptitudes, et voilà. Donc, que l'enfant, en gros, était autonome tout seul? Pas tout à fait tout ça, c'est-à-dire qu'elle choisissait effectivement en fonction de leur stade de développement, c'est-à-dire ce qu'elle a observé et découvert aussi, c'était la première qui a vraiment découvert que l'enfant il traverse des phases, ce qu'on appelle des périodes sensibles. C'est-à-dire qu'en fonction de certains âges, il y a des moments où il est en train d'acquérir le langage, il y a des moments où il est en train d'acquérir le mouvement, il y a des moments où il est en train d'acquérir des notions de la justice, des notions de justice, etc. Et qu'il y a des phases, en fait, effectivement, donc on ne lui propose pas, il apprend des choses par lui-même, mais en lui proposant des activités qui correspondent à ces phases-là. Alors, il y a 2 questions que soulève ton propos, c'est quel âge peut-on appliquer, on va dire, du Montessori avec les enfants et quelles sont les phases sensibles? Alors, quel âge? J'allais dire, avec les enfants, c'est jusqu'à ce qu'ils aient 24 ans. 24 ans? Oui. En fait, elle a découpé vraiment en fait, de la naissance jusqu'à la
conquérir son autonomie, en fait, elle l'a découpée en phases, en fait. Et donc, il y a 4 phases, de 0 à 6, de 6 à 12, de 12 à 18 et de 18 à 24. Et à chacune de ces phases correspond aussi la conquête d'une autonomie, d'une indépendance particulière. Donc, indépendance plutôt physique et construction psychique entre 0 et 6 ans. Ensuite, c'est plutôt la conquête intellectuelle. C'est là où l'enfant apprend à penser par lui-même, il accède à la pensée de raisonnement, etc. Entre 12 et 18, eh bien, c'est plus sur sa conquête sociale, d'indépendance sociale. Et ensuite, c'est plus sur le versant politique, spirituel, jusqu'à son autonomie pleine et entière, en fait. Alors, avant de rentrer dans le concret, parce que ce soir, la thématique de la conférence, c'est comment intégrer Montessori à la maison. Juste un point, on va dire, théorique. Est-ce que par rapport à Steiner, Freinet, l'éducation qu'on connaît aujourd'hui dans l'école républicaine, il y a des grosses différences, il y a des similitudes? Quels sont les points de convergence ou les grosses différences entre Montessori et ce qui est proposé aujourd'hui? Entre ce qui est Montessori et toutes les autres? Oui, toutes les autres. Est-ce qu'il y a des points de convergence? Des points de convergence, bien sûr. Lesquels? Eh bien, déjà, faire l'expérience par soi-même. Chez Freinet, chez Steiner aussi, on va retrouver ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui est acteur de ses apprentissages. Autonomie, faire par soi-même. Ça, c'est vraiment des points forts de convergence. Des points de divergence, parce que souvent, Steiner, on dit que de 0 à 7, même s'il y a une petite année de différence, il y a aussi une période sensible à 7 ans chez Steiner, mais on dit que de 0 à 7, il n'est pas là pour apprendre, il est là pour s'éveiller, en gros. Oui, alors chez Maria Montessori, je ne sais pas si c'est apprendre, mais disons que pour elle, la phase sensible, par exemple, du langage se termine à 16 ans, à 6 ans. Donc, c'est vrai que les enfants, là, on ne parle pas à la maison, mais si on dit dans une école, ils sont invités à apprendre à lire, à écrire avant 6 ans. Parce que c'est là qu'ils ont le plus d'attitude et de facilité pour le faire. Effectivement, voilà, c'est ça. Donc ça serait effectivement une différence. Je pense que la nature, le contact avec la nature, c'est aussi un point de convergence. D'être à l'écoute du rythme des saisons et du rythme de l'enfant, ça aussi, c'est un point de convergence. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment intégrer Montessori à la maison? D'abord, première question, est-ce que ça demande d'acheter du matériel? Alors, tout de suite, là, on va lever un tabou, on va lever quelque chose de vraiment important. C'est que non, c'est pas nécessaire. Bien sûr que si on a envie, on peut acheter des objets ou si on a envie de choses, mais c'est pas un prérequis. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire chez soi avec les choses qu'on a chez nous. D'accord. Peut-être des exemples qu'on va voir à l'image. Oui, on va en montrer, mais c'est aussi pour dire qu'en fait, même en étant très concret, l'essentiel de l'approche Montessori à la maison, mais que ce soit à l'école aussi, hein, étant donné que c'est une attitude, une posture j'allais dire un peu de parent-chercheur, c'est-à-dire on observe, on essaye de comprendre, on recherche et on expérimente, on propose quelque chose à l'enfant. Donc ça, après, on peut… Ça veut dire, avant de passer les exemples, ça veut dire que quand tu dis on expérimente, on observe… Eh ben, ça veut dire qu'on se trompe pas, on n'est pas toujours du bon premier coup, c'est-à-dire qu'on peut être tout content, on peut avoir surfé sur Internet, avoir trouvé une activité qu'on trouve géniale, qui correspond à l'âge de l'enfant, on essaye et ça fait un gros flop en fait. D'accord, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'expérimentation, est-ce que c'est l'enfant qui va essayer ou est-ce que c'est quand même le parent qui va suggérer de dire tiens, fais ça, fais ça? C'est à la fois nous qui suggérons, mais à la fois il y a l'aspect d'observation. Si je vois que mon enfant est captivé par les oiseaux ou si je vois qu'il ramasse les feuilles parce qu'il adore les feuilles ou les coquillages, je vais suivre cet élan naturel et je vais nourrir cette curiosité. C'est-à-dire qu'avec lui, on va compléter la collection, avec lui, on va chercher à faire des cartes de nomenclature pour identifier, avec lui, on va bien sûr aller dans le sens de sa curiosité, effectivement, et tirer un fil comme une pelote. D'accord. Donc, on va peut-être regarder quelques exemples pour que ce soit concret avec plaisir, pour les internautes. Oui. Donc, on va commencer par le coucher, donc la chambre. Oui, la chambre, ça me semble important de dire que à la maison, encore une fois, pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un coût ou pas pour ça, c'est plutôt une organisation et de dire on va mettre les choses à son niveau. Et on va plutôt couper les pieds des meubles ou redescendre, en fait, c'est des étagères. À la base, c'est remettre des choses à son niveau et surtout désencombrer. Donc, en termes de coût, je dirais qu'il y a plutôt, en fait, à retirer énormément de choses parce que nos chambres sont… En général, il y a pléthore. Donc, l'idée, en fait, c'est que l'enfant, dès son plus jeune âge, puisse descendre et monter dans son lit. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il y a un lit au sol, en fait, dès son plus jeune âge, en fait, dès les premiers mois. Alors, je pose une question avec l'avocat du diable. Est-ce que d'avoir le lit au sol, c'est gênant? On peut voir la photo d'après, peut-être, pour les acariens, les bêtes, je ne sais pas, les chutes? Non, alors les chutes, non, parce que un matelas, ça fait au maximum 8 à 10 cm.
Et on peut mettre, comme c'est là, il y a quelque chose de molletonné, on peut mettre effectivement une peau à côté. Enfin, la chute n'est pas du tout le problème. On va rester sur cette photo. Oui. On est habitué à voir en France les lits pour enfants de 0, on va dire, à 5-6 ans. Dans des lits à barreaux. Voilà. Et comment on peut inviter les gens à dépasser leur peur et à leur proposer des lits encore une fois, il faut expérimenter. Alors, mais c'est vrai qu'expérimenter, si on a malgré tout la confiance en soi qu'on est prêt à le faire. Bon, effectivement, il vaut mieux ne pas, parce que l'enfant ressent tout de suite la confiance. Mais qu'est-ce qu'on peut y gagner, en fait, ou comment on peut amener ça? Au départ, on va l'amener, par exemple, on va coucher son enfant sur le lit au sol et on va rester au sol, nous, allongés, jusqu'à ce qu'il s'endorme, par exemple, le temps que les choses se fassent. Après, c'est important que l'idée, c'est quoi? Pourquoi on ferait ça? C'est parce que quand on met son enfant dans un lit à barreaux, c'est pas un drame. Je veux dire, on a tous été élevés comme ça, on n'est pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant, quand il se réveille, il a qu'une solution. C'est de pleurer ou d'appeler pour qu'on vienne. Parce qu'en fait, il n'a pas d'autre option. Il est juste enfermé. Que là, l'idée, c'est qu'il puisse de lui-même, effectivement, bouger un peu. Déjà, il a plus de liberté de mouvement. Et puis, qu'il puisse de lui-même, peut-être, attraper un hochet qu'il a à côté de lui, ouvrir un livre. Il y a des enfants des 6 mois qui aiment tourner les pages de certains livres. Et en tout cas, il n'est pas… c'est comme ça aussi qu'il apprend que de lui-même, tout seul, il peut revenir, il revient se coucher. Ça facilite aussi la question de l'endormissement. Sur ce lit, justement, on peut le mettre en place à partir de quel âge? Après, les limites, elles sont chez nous, en fait. Donc, certains commencent à 3 mois, d'autres à 6, d'autres à 9. J'allais dire que les limites, elles sont chez nous. Après, je ne dis pas que tout le monde doit, bien sûr, ce n'est pas la recette applicable, voilà. Mais certains parents, parfois, on fait une première tentative et puis c'est difficile, l'enfant ne réagit pas comme on espérait, on le remet dans un lit à barreaux, on peut réessayer quelques semaines ou quelques mois plus tard et ça peut très bien fonctionner. Donc, on va passer à la cuisine. Donc, à la cuisine, on l'avait proposé dans le hors-série 0-6 ans. L'idée, et on le voit peut-être avec la photo d'après si j'ai bonne mémoire, l'idée, c'est là aussi que les enfants aient accès directement à tout. Donc, on va revenir sur peut-être l'étagère d'avant, qui est pour les plus petits. La tour d'apprentissage. La tour d'apprentissage. En fait, c'est la tour d'apprentissage. En fait, c'est pour dire là aussi, vous avez plusieurs options. C'est-à-dire suivant la place que vous avez. C'est vrai que si on a un peu de place chez soi, l'idéal, c'est qu'on bricole quelque chose ou, par exemple, dans la cuisine, l'enfant, il a à sa hauteur quelques ustensiles, une petite balayette, enfin un meuble à lui à sa hauteur où il trouve des choses pour pouvoir, encore une fois, faire des tâches et faire des choses. Si on n'a pas la place, par exemple, et que c'est compliqué, on peut fabriquer soi-même. On avait donné effectivement on ne va pas donner toute la recette, mais pour l'avoir fait, on va quand même donner l'astuce. En fait, l'idée, c'est d'aller dans un grand magasin suédois qui commence par I, qui finit par EA, et vous prenez, comme vous pouvez le voir, un type de meuble qui existe chez ces grandes marques bleues et jaunes, et vous fabriquez 2 petites balustrades et ça marche. Et ça, en fait, ça permet au moins que quand on fait des choses dans la cuisine, qu'on prépare le repas, qu'on lave des assiettes, qu'on est à l'évier, que l'enfant soit à notre hauteur, voilà, pour qu'on le puisse faire participer. Et donc, quand il grandit, après, c'est de nouveau le même état d'esprit? Alors, quand il grandit, tu veux dire, la tour, on n'en a plus besoin. C'est ça, voilà. Voilà, donc on la donne à un papa, une maman qui vient d'avoir, voilà, on la recycle. En fait, après, voilà, quand il va grandir suffisamment, on va mettre juste un marchepied. Déjà, il sera plus sûr dans ses muscles, etc. Donc, on aura plus besoin de… Alors, je ne sais pas si vous le voyez sur votre écran, si vous êtes sur smartphone, mais on a écrit quand même de la vaisselle qui casse. Alors ça, c'est important chez Montessori. Oui, c'est ça. C'est-à-dire mais c'est pour tout, en fait. On donne des vrais objets. C'est comme si des fois, il y a des activités très simples. C'est votre enfant, par exemple, là, je sors de la cuisine, mais il va prendre votre sac à main, il ouvre le porte-monnaie et il adore sortir tout, voilà. Donc, on va lui proposer, dans ce cas, de découvrir les pièces. Voilà, encore une fois, on suit son intérêt. Et de classer, par exemple, les pièces de 5, 1, etc. et de les classer par catégorie. Et donc, je ne sais plus pourquoi moi, je disais de la vraie vaisselle qui casse. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui donner des jetons en plastique pour découvrir l'argent. On va lui donner le vrai argent. Et là, pour découvrir, on veut justement lui donner un vrai verre en cristal ou
en matière cassable, du moins en verre, qui ne soit pas en plastique, c'est surtout ça, pour qu'il apprenne justement que oui, ça a un poids, que oui, on peut casser peut-être une première fois, mais qu'on ramasse. Et du coup, on apprend aussi à faire attention, mais on est responsabilisé avec de vrais objets. Et donc, après, on passe à la salle de bain, où là, on a aussi un kit do it yourself. Voilà, c'est ça. Ouais, c'était encore une fois pour dire qu'on peut faire des choses créatives avec peu de moyens. Et toujours dans l'idée, en fait, que l'enfant, dès son plus jeune âge, il puisse de lui-même se laver les mains, que ce soit pas inaccessible parce que l'évier, encore une fois, il est trop. Mais c'est pareil, on peut mettre la tour d'apprentissage devant l'évier si on n'a pas, si on n'a aucune installation. Donc, mais disons que c'est bien qu'il ait qu'il ait accès, en tout cas. L'idée, c'est d'avoir accès. Et donc, après, on enchaîne avec un parcours. Oui. Alors là, c'est aussi, vous savez, des fois, ces enfants, je ne sais pas si vous en avez aussi des comme ça, mais qui sautent à pieds joints sur le canapé où on n'a pas forcément envie. Alors, soit, effectivement, ils ont un tremplin d'énergie qui ne sont pas dépensés, on n'est pas assez sortis, etc. Mais il y a aussi l'idée, c'est qu'on puisse leur faire travailler leur motricité. Et si c'est besoin à la maison, on peut se construire des parcours, là aussi, avec pas grand-chose. Combiner, si on a une planche, on peut rajouter une planche, on peut leur proposer de faire des roulades. Là, le tunnel, c'est quelque chose d'acheté, mais on peut tout à fait imaginer de mettre une couverture sur un rang de chaise. Ou, voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est avec ce qu'on a chez soi, de construire. Et alors, Sarah nous dit par rapport aux objets qui cassent que c'est aussi parce que l'enfant explore le monde sensoriel. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, on va lui donner des matériaux, comme elle le dit, elle a tout à fait raison. Donc, il va découvrir le verre. Alors, le verre, eh ben, ça a une texture particulière, c'est lisse, ça peut être froid. Il va découvrir, effectivement, on va lui proposer de découvrir des matériaux nobles. Et dans la découverte sensorielle, qui est vraiment très, très, très forte et présente jusqu'à 6 ans, on va faire découvrir à l'enfant, effectivement, à la fois des odeurs, des sons différentes, mais toujours, ça c'est dans les activités, si on déborde un peu sur les activités et ce qu'on fait à la maison. Justement, on va passer tout de suite aux activités. Voilà, mais quand on fait découvrir sur cet aspect sensoriel, ce qui est très important de dire, c'est qu'on va faire varier un seul discriminant. C'est-à-dire que si on fait varier… un enfant qui lave. Oui, c'est ça. C'est de dire que là aussi, on les fait participer en fait, et aux activités de tous les jours en fait, de la maison. Et que pour un enfant qui a entre 3 à 4, 5 ans, ou de 2 à 3, 4, c'est une activité pour lui extraordinaire. C'est-à-dire que pour nous, c'est quelque chose à la fois d'ordinaire et parfois d'un peu ingrat, avec lequel on n'est pas toujours. Et là aussi, ça nous invite à le regarder peut-être autrement, mais pour un enfant qui veut faire comme l'adulte et apprendre à faire comme l'adulte, pour lui, c'est une activité extraordinaire. Alors, je ne suis pas sûr que les gens t'aient entendu, je t'ai un peu coupé quand tu dis qu'il faut faire varier un seul déterminant. Oui, soit on va y revenir. Ou, comme tu veux. Oui. Donc, on va prendre d'autres exemples vite fait avant de continuer sur l'aspect Montessori de la maison. Donc là, c'est assez simple. En fait. Là, c'est assez simple, c'est pour broyer des coquilles d'œufs, c'est de dire qu'encore une fois, on fait avec ce qu'on a et que là, c'est bien sûr pour travailler la motricité, la force, mais aussi, on découvre aussi donc l'aspect sensoriel, en fait. L'aspect sensoriel aussi. D'accord. Et une dernière activité, je crois. Là, c'est du tri, effectivement. Donc, l'enfant a des graines ou des semences, enfin voilà, des légumineuses de différentes variétés. Et là, c'est déjà un peu élaboré, hein, parce que bien sûr, on n'a qu'une demi-heure, donc on peut pas. Mais l'idée, c'est encore une fois pour dire qu'on peut faire avec ce qu'on a chez nous. C'est que là, l'enfant, il a déjà travaillé, on va dire, la motricité fine. C'est-à-dire que au début, on va lui proposer, par exemple, de transvaser des noix avec la main, et puis après, on va prendre une cuillère pour transvaser d'autres objets. Là, on est dans du tri, effectivement. Il a sur sa droite, on ne le voit pas sous sa main, une soucoupe avec des graines et des légumineuses variées, en fait, de différentes tailles. Et là, il va faire un tri, en fait. Et la dernière activité qu'on a retenue, enfin que tu as retenue, c'est l'anniversaire qui est important chez Maria Montessori. Oui, c'est ça. Donc, et tu déroules. Et je trouvais, en fait… Il n'y a pas de dernière page. Il n'y a pas. Alors, je vais expliquer. Ben oui, je trouvais qu'en fait, il y avait une dimension qui était… je trouvais que ça résonnait beaucoup en contre-pied de la société dans laquelle on est, où l'anniversaire est beaucoup de synonymes de cadeaux et il n'y a plus beaucoup grand-chose d'autre. Parfois, je trouve que ça a été un peu vidé de son sens. Et là, en fait, l'anniversaire… en fait, peu importe encore une fois le modèle qu'on prend, l'idée c'est qu'on va reconstituer en quelque sorte symboliquement ce qui se passe le long d'une année. Donc, on va poser par exemple au centre d'une pièce
une bougie pour représenter le soleil et on va faire sous la forme d'un cercle les 4 saisons de l'année, en essayant, soit on a des objets, si on peut, c'est sûr, avoir ou montrer des photos, par exemple d'un arbre au printemps, un arbre l'été, un arbre l'hiver, pour percevoir que c'est les saisons. Et on va en fait inviter l'enfant, même s'il ne comprend pas au début, il vit l'expérience sensorielle de faire le tour. En fait, on va tracer une ellipse autour de ça, voilà. Et de faire le tour du soleil avec dans les mains un objet qui pourrait ressembler à la Terre. Si on n'a pas un globe, on peut trouver quelque chose qui ressemble. Et donc symboliquement, il va faire autant de tours, bien sûr, que le nombre d'années qu'il va souffler. Et je trouve que voilà, ça a une dimension. Alors, on a vu pas mal d'activités à faire chez soi. Est-ce que le fait d'avoir une appétence pour Montessori, de le mettre en place, comme tu l'as dit, à petite dose, en fonction de son temps, de son talent, et que l'enfant soit à l'école républicaine, ça pose un problème ou est-ce que ça pose aucun problème? Comment on fait la différence entre Montessori à la maison et l'école normale? Est-ce que c'est possible? Ah, c'est possible. C'est possible. C'est bénéfique pour l'enfant. Après, les barrières et les limites, elles sont souvent aussi chez nous, où on en sort là. En fait, si vous voulez, en ayant cette attitude-là à la maison, qu'est-ce qu'on peut espérer? On peut espérer que déjà, l'enfant, il va être plus concentré. Ça va faciliter sa concentration. Il va acquérir du contrôle sur lui-même au travers des choses qu'on va lui proposer. Et au travers de la confiance qu'on lui transmet et qu'il acquiert, il va consolider une estime de lui aussi. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont nécessairement lui être un atout de plus quand il sera à l'école, même si c'est l'école républicaine. Donc en fait, comme Maria Montessori, elle vise beaucoup, tu le sais, en fait, les habiletés psychiques et psychosociales, les fonctions exécutives de l'enfant. Donc en fait, ça va l'aider dans l'environnement dans lequel il va être, quel qu'il soit. Je me fais aussi l'avocat du diable. Tu l'as dit tout à l'heure, adopter une pédagogie Montessori à la maison, c'est aussi une question de posture. Et s'il y a une différence de posture entre le parent et l'instituteur, comment ça se passe? Je prends un exemple très concret. Quand on connaît un peu Montessori, on ne doit pas dire à l'enfant ton dessin est beau, mais lui dire qu'est-ce que tu en penses, comment tu l'apprécies, enfin le faire évaluer son dessin par lui-même, alors que dans les écoles, pas toutes évidemment, si vous me regardez, ne me tuez pas tout de suite, mais il y a quand même une question de jugement et puis de notes. Comment on vit cette dichotomie? Déjà, on peut expliquer à l'enfant que nous, on mettrait pas des notes, ou on porterait pas ces jugements-là, mais que quand il arrive à la maison, s'il rentre et qu'il est désespéré parce qu'il a eu une mauvaise note, tout de suite, on va avoir l'approche de lui dire toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu aurais pu faire les choses différemment? En fait, on va essayer de pas rajouter sur l'aspect notation et tout ça. D'accord, on fait avec. On est bien d'accord qu'on ne va pas s'exclure de oui, tu as eu cette note-là. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que toi, tu comprends de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais qu'on explore? On va essayer plutôt de la jouer comme ça. D'accord. Après, pour répondre complètement à ta question, j'essaierai d'avoir un échange aussi avec l'instituteur, c'est-à-dire que même ou le professeur des écoles, en lui disant, voilà, moi, ce que j'aspire à faire à la maison, est-ce que vous voyez par exemple pas d'objection? Est-ce que je propose des jeux de phonologie ou des choses pour que déjà, le fait s'il y a un échange si on arrive à avoir un échange, ça peut faciliter un certain nombre de choses. Et après, si le professeur d'école est opposé à ce que moi je propose des activités qui aillent plus loin que par exemple, voilà, là, moi, ce que je préconise, mais chacun fait en fonction de ses valeurs, c'est de ne pas passer outre, parce qu'en fait, ce qui va compter le plus au final, c'est la confiance aussi qui va se nouer entre l'enfant, le parent et le professeur. Donc, ce lien est à préserver. D'accord. Ça veut dire que sur l'apprentissage, on va dire, de l'écriture et de la lecture, on le sait, il y a comme tu l'as dit tout à l'heure, des appétences qui arrivent à certains âges, et que si l'enfant, chez nous, a envie de lire et d'écrire, on va plutôt le freiner et laisser l'instituteur faire ou... moi, je demande à l'instituteur dans ces cas-là, qu'est-ce que vous recommanderiez que je puisse lui proposer, puisqu'il est en grande appétence de ça et qu'il a besoin de ça. C'est déjà une façon autre de dire oui, mon fils, il a besoin, ou ma fille, elle a une grosse appétence pour ça et elle a très envie, et voilà déjà tout ce qu'elle fait. Dans ce cas, qu'est-ce que vous proposeriez que je lui propose pour nourrir cette curiosité?
Et puis, il y a quand même des choses qu'on peut faire sans, si on ne veut pas aller trop loin. Comme on l'a dit, c'est tous les jeux de phonologie, c'est quand même lire avec l'enfant, lui lire des choses, c'est nourrir cette curiosité-là. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut explorer. En prenant des éditions explorer. spécialisées en Montessori ou pas spécialement? Non, pas nécessairement. On peut prendre oui, bien sûr. N'importe quelle Reine des Neiges, Choupi. Après, ce qu'on évite quand même, c'est les choses qui font très peur avant 7 ans. Ah, et pourquoi? C'est ce que préconise Montessori. C'est ce que préconise Montessori, parce qu'en fait, elle explique que comme l'enfant avant 6 ou 7 ans ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, on évite en fait de le nourrir avec un imaginaire effrayant. Ça veut dire que toutes les histoires où il y a du loup monstre. Voilà, elle préconise d'éviter. D'accord. Et ça veut dire que, alors, si on fait ça à la maison, qu'on évite les histoires de monstres et de loups. Il en entendra quand même. Voilà. Comment on gère ça? C'est du vécu. Comment on gère ça? Ce qu'il a entendu à l'école avec les autres enfants. Eh ben, on essaye d'accompagner les émotions qui ont pu surgir là. Est-ce que tu as peur de ces monstres-là? Et qu'est-ce qui pourrait, moi aussi, à ton âge, par exemple, j'avais très peur de ces monstres-là. Et en fait, il y a qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu te sentes rassuré? Voilà, on va essayer de jouer comme ça. Et donc, je vais élargir, parce que là, on a parlé de l'école, mais il y a aussi parfois un schisme avec le reste de la famille, les oncles, les tantes, les grands-parents. Qui parfois, on l'a vu rapidement tout à l'heure dans le parcours de motricité libre, vont attraper l'enfant en lui disant tu marches, ce qui est vraiment le contraire de ce qu'on recommande la motricité libre. Comment on gère ça alors? Ça veut dire que déjà, si nous, on agit de la façon qui est conforme à nos valeurs, c'est déjà extra. Il faut aussi pas vouloir être trop perfectionniste et pas vouloir que notre enfant il soit tout le temps dans l'absolu qu'on souhaiterait. Enfin, il faut accepter qu'il y ait des choses. En fait, le fait que l'enfant, par exemple, puisse côtoyer ses grands-parents, ça a d'énormes bénéfices pour lui, qu'importe la méthode pédagogique employée en fait. Donc, faut aussi, j'allais dire, faire preuve un petit peu de souplesse par rapport à ça. Qu'il soit confronté au monde en fait. Oui, tout à fait. Et donc, et l'accompagner dans cette confrontation, comment on fait? Que préconise Maria Montessori? Dans cette confrontation avec les grands-parents qui sont dans une vision différente. Mais ça n'empêche qu'on peut essayer petit à petit de poser des petits jalons ou de dire ça n'empêche, après tout dépend le niveau d'ouverture ou pas que peuvent avoir les personnes. Parce que c'est quand même, il y a des choses qu'on peut quand même dire, c'est de dire, ben voilà, moi c'est mes enfants, donc il y a un certain nombre de valeurs sur lesquelles je vais pas déroger, c'est par exemple l'autonomie, c'est par exemple ci, c'est par exemple ça. Et puis il y a des choses sur lesquelles je peux être plus souple. D'accord. Je voulais revenir sur l'aspect. Mais pour finir là-dessus, il y a quand même quelque chose qui est important parce que ça revient souvent cette question. Et ça revient cette question souvent dans le sens de dire mais comment je peux convaincre les autres alors? Et là, je trouve personnellement, on est un peu dans l'erreur parce que plus on va chercher à convaincre, moi, l'autre, il a envie, parce qu'en fait, on est tous des humains, on a envie d'apprendre, mais on déteste être enseigné, en fait. Donc, plus je vais chercher à convaincre, plus l'autre, en fait, je suis en train de le rebuter. Par contre, il y a quelque chose qui marche beaucoup plus fort, il me semble, c'est l'exemple. C'est-à-dire que si votre conjoint, vos parents ou autres, à chaque fois, ils voient que d'une certaine façon dont vous vous comportez avec l'enfant réagit d'une certaine manière et que par l'exemplarité de ce que vous faites, l'enfant s'éveille et conquiert son autonomie et arrive à prendre les escaliers sans tomber, etc. Je pense que cette exemplarité-là, c'est ce qui va le plus pouvoir faire rayonner et raccrocher les autres personnes. Alors, tu dis qu'il ne faut pas essayer de convertir, évangéliser, mais justement, on voit aujourd'hui qu'il y a une pédagogie Montessori, alors que si j'ai bien compris Maria Montessori, elle disait « Je ne veux surtout pas qu'on crée une théorie à partir de ce que je fais ». C'est ça, soyez créatifs, soyez des parents chercheurs. Donc, ça veut dire que, comme tu le dis, il faut être tout le temps… Comment on fait la distinction entre, on va dire, le fil conducteur… Il y a des repères, en fait, il y a des repères. Comment on fait entre le fil conducteur et le fait de ne pas tomber dans le dogmatisme en disant « ça, c'est pas Montessori ». C'est important ce que tu dis, oui. En fait, oui, tout à fait. Il y a des repères de développement, c'est-à-dire, c'est important, je pense, de savoir, suivant l'âge de son enfant, quelles sont les périodes sensibles dans lesquelles il est et quelles sont les acquisitions fondamentales qu'il doit faire. Et à partir de là, moi, je vais avoir ma liberté, c'est-à-dire
les enfants sont tous différents. Donc, en fonction de ce qui le passionne, encore une fois, en fonction de ses forces naturelles, en fonction de ce qu'il aime, en fonction, je vais être créatif par rapport à ça. Et créatif avec le monde d'aujourd'hui. Les écrans n'existaient pas à l'époque de Maria Montessori. Aujourd'hui, il faut gérer ça, il faut gérer avec ça. Et je pense, moi, j'espère pas trahir sa philosophie, mais je pense qu'elle serait tout à fait elle verrait aucune objection à ce que les enfants utilisent l'écran de manière créative et que quand ils prennent en âge et qu'ils arrivent à 9, 10 ans et autres, ils utilisent la vidéo pour faire des reportages, pour montrer des choses, enfin pour utiliser les outils de façon créative. D'accord. Et ça fait 30 minutes qu'on a commencé à parler, donc on va regarder ce que nous disent nos internautes. Pendant ce temps-là, on va vous montrer le lien pour avoir une promotion donc sur 2 hors-série incroyables, plus le livre. Donc on va vous afficher tout maintenant. J'ai vu une question d'Elisabetta, je crois, qui disait quel rapport à la communication non violente? Est-ce que la communication non violente était un outil, un élément développé par Maria Montessori ou est-ce que c'est son corollaire? Comment on gère ça en fait là? Alors, ce que je dirais, c'est qu'en tout cas, à son époque, Maria Montessori, dans sa pédagogie, il y avait beaucoup d'empathie vis-à-vis de l'enfant et de bienveillance. Dans la bienveillance, on va mettre aussi la fermeté, etc. Attention. Mais l'empathie, je pense que quand on parle de communication non violente, Elisabetta, il y a vraiment le fondamental du fondamental, c'est l'empathie, justement. C'est le ressort de la communication violente, c'est l'empathie, c'est-à-dire cette capacité d'aller comprendre ses émotions, ses besoins, n'est-ce pas, par rapport et c'est complètement, c'est vrai que l'approche Montessori est centrée sur les besoins et l'empathie avec l'enfant. Donc après, je dirais que la communication non violente, elle formalise une manière de communiquer qui peut, en tout cas, tout à fait, si ça répond à la question, rentrer dans la globalité d'un état d'esprit ou d'une pensée Montessori. Mais tu dis quelque chose d'important, tu as parlé de besoin, d'empathie et tu as parlé de cadre. Oui. Est-ce que parfois dans la tête de certains, parfois Montessori, voilà l'aspect liberté ou toi, comme quoi tu peux. Bon. Et donc, je veux dire, est-ce que Maria Montessori proposait un cadre ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu, on écoute le besoin de l'enfant et je me fais aussi l'avocat du diable, on devient un enfant roi? Voilà. Alors, l'enfant roi, déjà, pour clarifier les choses, c'est pas un enfant qui a une surestime de lui, c'est un enfant qui n'a pas d'estime de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de faire des choses par lui-même qui lui ont montré qu'il était capable de. Voilà. Donc, c'est sûr. Ça, c'est l'enfant roi? Oui. Donc, c'est sûr qu'avec Montessori, on ne peut pas. Alors, si on met en pratique l'état d'esprit ou la pensée Montessori, à la base, ça me paraît difficile d'arriver à faire un enfant roi. Après, dans ce que tu dis, il y a quelque chose où parfois, moi, il me semble qu'on oublie un volet de l'état d'approche Montessori, c'est il y a aussi beaucoup de cadres et de fermeté, c'est-à-dire que l'enfant est libre de faire un certain nombre d'activités parmi des choix qui lui sont proposés, ou effectivement de suivre sa curiosité, comme on l'a dit, et on l'accompagne, etc., dans la découverte, l'exploration du monde, etc. Mais il y a en respectant un certain nombre de cadres, de règles qui sont définies à la base et que le parent définit. Et là, ces règles, c'est quoi alors? C'est par exemple, ça va être quand on commence une activité, on va jusqu'au bout, on range ses affaires. Ça va être, on va avoir une activité, je ne sais pas, d'expression ou de musique ou autre, dans la mesure où ça ne gêne pas celui qui est à côté, ou si son frère à côté a commencé à faire quelque chose qui nécessite du calme, etc. Ça peut être ça. Ça peut être de respecter aussi les règles de vie de la maison, c'est-à-dire que s'il y a des règles qu'à partir de 8 heures, il n'y a plus de télé, plus d'écran, plus de tablette, c'est aussi une règle. Une règle de la maison, ça peut être que chacun participe aussi, fasse quelque chose. Donc voilà, si la règle définie, c'est que tu vas contribuer à vider de la vaisselle et tu fais ça une fois par semaine, au moment que tu veux, autant que tu veux, etc. Ou quand tu es disposé pour le faire. Enfin, Et donc, il y a Sarah qui nous dit qu'il y a autant de contraintes que de liberté. C'est-à-dire que comment on opère avec l'enfant en étant dans cette philosophie Montessori? C'est-à-dire qu'on va
d'abord laisser libre l'enfant ou on va d'abord mettre un cadre? On met d'abord un cadre en fait, parce que c'est dans un cadre qu'on peut être libre. En fait, si tu veux, si demain on te dit tu peux partir explorer le monde entier, et encore en étant adulte, ça serait pas simple parce que si on nous disait tu as le monde entier, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire tous les métiers que tu veux, et ben ça fout les jetons, c'est presque la panique. C'est-à-dire que c'est tellement vaste que je vais m'y perdre en fait. Et que, en fait, surtout l'enfant et le petit enfant qui a vraiment besoin d'être rassuré, en fait, il faut voir aussi que c'est lié à son cerveau. C'est-à-dire que l'enfant, jusqu'au moins à ses 6 ans, son cerveau est tellement perméable, il y a tellement de connexions, tellement d'informations, qu'en fait, c'est comme s'il était pris tout le temps par des milliers et des milliers de choses qui passent dans sa tête. Il a une grosse, grosse difficulté, et c'est ce qu'il va apprendre, à se concentrer sur quelque chose, pour apprendre la concentration et pour pouvoir agir sur le monde. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va… Qu'est-ce qu'on fait quand on dit qu'on fait un cadre? C'est qu'on délimite un espace, un temps. Quand on dit on discrimine, on choisit de travailler sur la forme, la couleur, etc. On réduit les stimulations pour que dans ce cadre-là, il arrive à se concentrer. Tout ce côté rigide que certains dénoncent chez Montessori, c'est ça? J'imagine, oui. D'accord. Il y a Catherine qui nous dit aussi, qui nous parle de yoga, de méditation. Et alors, j'imagine qu'à l'époque de Montessori, en Italie, le yoga et la méditation, c'était pas tous les jours. Mais il y a pleine conscience. Moi, je trouve que quand on lit Marie Montessori, on se dit, mais elle faisait faire des exercices de pleine conscience. Parce que le jeu du silence, marcher sur la ligne avec des objets, enfin, se recentrer. Marcher sur la ligne, tu peux nous décrire pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, c'est par exemple, on va dessiner une ellipse. Ou avec un scotch de couleur, ou avec des bandelettes qu'on va mettre, voilà. Et l'enfant, en fait, doit marcher sur la ligne. C'est ça. On peut le faire chez soi. Ça, on peut le faire chez soi, c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Et après, on peut jouer avec, c'est-à-dire qu'une ellipse, mais après, une fois que, pourquoi pas ne pas faire d'autres formes, pourquoi pas demander à l'enfant de marcher sur différentes formes, avec un verre d'eau sans le renverser, avec une cloche sans faire de bruit, par exemple. Et quand on fait ça, en fait, comme on doit être totalement dans l'instant présent, c'est une forme d'exercice. Et par exemple, pour tous les aspects sensoriels, découverte des odeurs, des saveurs, on peut bander les yeux de son enfant et lui faire découvrir. On est dans des formes d'exercice de pleine conscience. Donc, il y avait, il me semble, elle avait posé un certain nombre d'activités qui développaient, il me semble, un petit peu de il nous reste 5-10 minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais y arriver. Après, il y a peut-être des gens qui connaissent. J'imagine qu'il y a des internautes qui nous regardent, qui ont des enfants qui ont 3, 6, 9 ans, et qui se disent « Ah, j'ai raté ». Est-ce qu'il est trop tard ou est-ce qu'on peut commencer du Montessori à tout âge? Non, il n'est jamais trop tard, puisque même en cette approche-là, aujourd'hui, on est en train de l'avoir auprès des personnes âgées. Tu vois. C'est-à-dire, tu peux nous développer en 2 mots? Oui, en 2 mots. Même si ce n'est pas l'objet, c'est-à-dire que les personnes âgées qui sont atteintes de démence, par exemple, et qui ont des pertes d'aptitude cognitive. Type Alzheimer? Oui, type Alzheimer. En fait, l'approche conventionnelle, pour faire très court, aujourd'hui, elle est centrée sur le diagnostic des aptitudes manquantes, qu'est-ce qui manque, pour pouvoir donner une offre de service en face pour combler ces aptitudes. L'approche Montessori, c'est de faire le diagnostic des aptitudes restantes pour donner à la personne des activités pour maintenir ces… Voilà. Donc cette approche-là, on l'a, c'est pour ça, c'est centré sur les forces, c'est centré sur les aptitudes, comment les développer, les entretenir. C'est valable à tout âge. Mais pour répondre plus spécifiquement à l'attention, si on a un enfant qui a 9 ans aujourd'hui et que on se dit, voilà, non, on n'a rien raté. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, ici et maintenant, et ce qu'on va faire demain. Donc, encore une fois, la posture de parent-chercheur. Encore une fois, le fait d'être surtout avec un enfant de 9 ans, c'est intéressant de connaître ses repères de développement, de savoir qu'il est déjà un pré-ado, que pour lui, les amis, c'est plus important que d'apprendre la lecture. Enfin, c'est des choses Donc, on peut faire du Montessori jusqu'à l'adolescence. C'est ça, oui. D'accord. Et il y a Élodie qui a une question très concrète. Entre 3 et 6 mois, est-ce qu'on peut déjà mettre en place du Montessori à la maison? Alors, entre 3 et 6 mois. Mais en fait, déjà, il va y avoir l'environnement. Donc, la chambre, ce qu'on a dit tout à l'heure. On peut travailler sur la chambre. Il va y avoir tout ce qui va être, je pense qu'entre 3 et 6 mois, il va découvrir les premiers, il va découvrir l'appréhension. Donc, il y a des hochets qu'on peut lui proposer. On peut lui proposer des livres, vraiment, les enfants, vous savez, les premiers livres en tissu, les livres en noir et blanc ou les choses avec des textures. C'est important que l'enfant ait dès cet âge ses premiers contacts avec des livres, par exemple,
voilà. On peut lui faire toucher aussi des textures différentes, même D'accord. si voilà, il y a déjà Donc, une c'est-à-dire sensibilité au qu'on niveau de la prend genre main. des noix, des Différentes, cailloux. oui, ou alors différents tissus, si tu veux, D'accord. du velours, de la soie, du carton, etc. Lui faire toucher différentes choses, par exemple. D'accord. À part l'environnement, nous demande Sarah de la chambre, Oui. est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire à part la chambre? Alors, sachant que là, on a un petit souci technique, on ne va pas à la fin de la question, Sarah, mais on va s'en sortir comme ça. À quel âge? On ne Oui. sait pas l'âge, donc À part j'imagine qu'on est entre l'environnement, 3 et 6 mois. préparer. Voilà. Est-ce que après, entre 3 et 6 mois, à part la chambre, tu viens de le dire, il y a les Eh oui, textures. oui. Est-ce qu'il y a Ah, des, voilà, c'est ça. Et y voilà, a-t-il un ordre? de couleurs ou de formes à présenter à l'enfant? Alors, en fait, déjà, elle a dit aussi autre chose. Non, on va parler de l'environnement préparé des tout petits, quel autre cas auprès des nouveau-nés. C'est ça. Ben, c'est de leur parler aussi comme à des adultes, enfin, de pas avoir ce langage bébé. C'est déjà On ne l'a pas d'utiliser, dit encore, ouais, effectivement. déjà d'utiliser des mots, du langage riche. Alors, bien sûr, on va parler, mais on va leur parler. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, et ça c'est très important, pour installer déjà l'aspect des séquences et pour favoriser l'autonomie C'est-à-dire plus l'aspect des tard de l'enfant. séquences. J'explique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va, même les tout petits, qu'on va les laver, les habiller, leur donner le bain, et ben on explique en fait, on verbalise. Et on verbalise dans l'ordre et en essayant d'avoir toujours le même ordre. L'enfant, il va intégrer et quand après, et ben, ça sera plus facile pour lui de s'habiller tout seul ou de faire des choses tout seul. Donc ça, c'est des choses aussi très, très Ça veut dire que concrètes. comme chez Steiner, il y a la notion de rituel. Oui, 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 tout à Donc fait. on instaure des C'est rituels ça, pour le coucher, pour exactement, le laver. exactement, D'accord. Et exactement. le rituel, il peut être adapté en fonction de la famille Bien ou... sûr, bien sûr, D'accord. complètement. Donc il y a un exemple de rituel qu'on pourrait donner J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent ce soir, et aux mamans qui nous regardent. Pour le coucher, C'est quoi? C'est que tout vous simple, raconter trouviez, une bah histoire, oui, chanter une raconter chanson? une histoire, peut-être laisser à l'enfant un foulard ou quelque chose avec votre odeur, ou quelque chose qui porte aussi votre odeur. En tout cas, c'est que ce soit toujours dans la même ordre. Si par exemple, on prend le bain, on fait un câlin, on lit une histoire, et puis on dort, ou on va se coucher, eh ben, que ce soit effectivement, c'est important que ce soit toujours dans le même ordre. Donc ça, c'est quelque chose Et aujourd'hui, donc on va dépasser le cadre de notre conférence sur le web. Donc c'était Montessori à la maison. Grosso modo, en France, Montessori s'arrête à l'école primaire, donc il y a très peu de collèges. Oui, encore, oui. Comment se passe l'intégration des enfants qui ont suivi Montessori dans une école, dans le collège, on va dire, classique? Il y a une petite phase d'adaptation. C'est-à-dire? Ben, il faut qu'ils s'adaptent à un nouveau milieu, effectivement, où ils vont découvrir qu'il y a des notes, qu'il y a de la compétition, ils vont découvrir un certain nombre de choses. Mais encore une fois, toutes les aptitudes et les qualités personnelles qu'ils auront développées les rendront plus adaptatifs. Et ça, on le sait. Alors oui, on a justement répondu à votre question. Est-ce qu'il ne risque pas de s'enfermer dans ce cas? Donc Nathalie vient de nous répondre, il va être plus adaptatif en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on raisonne, encore une fois, Louis, mais tu as raison, en fait, on raisonne avec nos pensées d'adulte, en fait. Donc, on transpose tout ce qu'on. Oui, mais si on. Voilà. En fait, l'enfant, les besoins qu'il a jusqu'à 6 ans, 9 ans, enfin, c'est de se construire déjà une capacité à penser par lui-même, une capacité à avoir de la confiance, de l'estime de lui, de chercher, d'être curieux, d'avoir envie de faire des choses. Et ça, en fait, il a besoin enfin, si on a fait ça à la maison ou s'il a eu ça dans une école, il s'est construit des qualités personnelles, en fait, qui l'aideront dans tous les cadres, dans toutes les structures qu'il va rencontrer, à garder aussi sa liberté de pensée et d'autonomie. D'accord. Et là, on a une question très concrète de Anne-Françoise qui nous dit quand on l'habille, est-ce qu'on lui dit là, je te mets tes chaussettes, je te mets ta culotte, je te mets ton t-shirt? Exactement, On vous nomme avez tout. tout compris. Voilà, c'est ça. On verbalise tout. D'accord. Et alors, je vais faire mon béotien. Je ne sais pas ce que c'est que le piqueur. Donc, on nous demande, est-ce qu'on fait comme le piqueur? Alors, oui, parce que piqueur, en fait, Emma Piqueur, qui a vraiment, qu'on associe à la motricité libre, et on a raison, effectivement, Oui. la motricité libre. Vous me parlez de motricité libre, moi, pas de piqueur. Et voilà, c'est ça. Et en fait, elle a formalisé tout à fait justement cet aspect de motricité libre qu'on retrouve dans l'approche Montessori, même si c'est pas formalisé comme ça. Mais c'est effectivement, en fait, ce qu'il y a dans l'approche Pickler,
elle est beaucoup aussi dans l'approche Montessori, dans le sens où vraiment on laisse l'enfant avoir dans le maximum du possible la liberté de mouvement. Il y a des choses qui ne sont pas possibles, mais dans le maximum du possible, donc, on l'autorise une liberté de mouvement. Et on ne le met pas dans une position dans laquelle il ne serait pas capable d'y aller tout seul. Ah, ça c'est important, oui. Voilà, c'est-à-dire que s'il n'est pas capable tout seul de s'asseoir encore, on ne va pas l'asseoir sur un corps. Donc, on s'était donné 45 minutes, on arrive au terme déjà de cette conférence. Ça passe très vite. Est-ce que tu as un mot de conclusion pour encourager les gens qui nous regardent, qui se disent « j'aimerais bien faire du Montessori, mais j'ose pas, je sais pas, je sais pas comment faire ». Comment passer à l'acte? Il faut avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi. Donc, c'est l'adulte qui doit avoir confiance en soi. Oui, s'écouter. Voilà, s'écouter. Il y a cette envie en vous, c'est que vous êtes capable de le faire. D'accord. Alors, il y a les livres, il y a Internet, il y a les magazines qui sont là pour aider. Voilà. Et puis, Nathalie fait des ateliers. Elle propose des ateliers pour apprendre à faire du Montessori à la maison, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on va vous mettre le lien. Elle organise le 23 mars de 10h à 17h à Paris un atelier Montessori. On vous met le lien dans le chat ou dans le call. Non, on ne le met pas dans le chat, on le met sur le petit bouton, comme, excuse-moi Maëlys, c'est du direct. Donc vous pouvez cliquer sur le lien pour aller voir l'atelier Montessori. Et puis, il y aura d'autres âges voilà. Plus tard. Eh bien, merci Nathalie. Merci à vous. Merci à vous d'avoir participé. Et puis, bonne soirée. Et puis, bonne année du cochon. Merci. Au revoir.